Merci de choisir la panafricaine pour vous informer. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief sur Médian. Au fil des années, l'Union africaine a adopté divers traités et politiques pour garantir la bonne gouvernance, la protection des libertés civiles et la préservation des droits des citoyens africains. C'est dans le cadre de l'agenda 2063 pour un continent où il existe une culture universelle de bonne gouvernance, de valeurs démocratiques, d'égalité des sexes et de respect des droits de l'homme, de justice sociale. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les partenaires internationaux et régionaux et autres acteurs dénoncent les violations croissantes des droits humains dans les démocraties africaines, ce durant des événements politiques et sociaux comme lors des transitions. Quelle place des droits humains dans le jeu démocratique? Comment allier démocratie, bonne gouvernance et respect des droits fondamentaux? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, il sera question de parler de société civile. En Afrique, les acteurs de cette société civile ont de tout temps joué un rôle prépondérant dans la préservation de la démocratie et de l'état de droit. Leurs actions se trouvent sur les plans sociaux pour la bonne gouvernance ou dans le respect de la préservation des droits humains, entre autres. À cet effet, la société civile assure la médiation entre différents acteurs en période de tension et de crise, mais plusieurs de leurs actions ont souvent été décriées de part et d'autre. Aujourd'hui, ces organisations de la société civile ont besoin d'une forte impulsion pour atteindre leurs objectifs. En Afrique, quel rôle des acteurs de la société civile africaine? Comment redéfinir les relations entre les organisations de la société civile et les institutions des États africains? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Cheikh Sadibou Ndiaye, vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Daouda, je vous remercie. Merci également à M. Denis Ndour pour d'avoir accepté d'abord notre invitation. Je rappelle que vous êtes consultant en droits humains, également professeur en sciences sociales. Merci également d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous Daouda et nous saluons tous vos téléspectateurs. Merci également et je reste d'ailleurs avec vous. Déjà, quelle lecture faites-vous, M. Ndour, de la situation aujourd'hui des droits humains sur le continent et plus particulièrement dans la région ouest africaine? Alors, disons une appréciation un peu mitigée, dans la mesure où déjà on sait que on donne des notes à chaque État par rapport au respect des droits humains dans chaque État. Ceci à travers l'institution des Nations Unies qu'on appelle le Conseil des droits humains basé à Genève, mais également à travers les structures au niveau national avec ce que l'on appelle le comité ou la commission nationale des droits humains. Alors pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup à dire dans la mesure où on sait que la démocratie est un peu plus ou moins remouillée, secouée, et on ne peut parler de démocratie sans parler de respect des droits humains. Et donc de ce fait, oui, pour certains pays où on se dit on est état de droit, il faudrait quand même mesurer par des faits factuels, de façon factuelle, qu'est-ce qui prouve qu'effectivement on est en train de vivre un état de droit. Et de ce point de vue-là, nous serons amenés à faire une conclusion pour dire oui, les droits humains, plus ou moins dans tel ou tel pays, ça avance. Mais vous avez constaté, tout le monde l'a constaté, du moins, en Afrique de l'Ouest, il y a eu beaucoup de remous, notamment en ce qui concerne les alternances sur le plan des élections, des régimes. Il y a eu beaucoup de coups d'État, institutionnels ou militaires, qui font que une certaine instabilité empiète, si vous voulez, l'évolution du respect des droits humains. Et on reste d'ailleurs sur ce point. Tout à l'heure, vous avez rappelé beaucoup d'organisations, que ce soit internationales, continentales ou même sur le plan régional aujourd'hui, qui font des rapports réguliers sur la question des droits humains ou bien la situation même des droits humains dans nos États. Et je l'avais dit en introduction, ce qui est noté, c'est que de plus en plus également, il y a des violations aujourd'hui de ces droits humains, des restrictions des libertés aujourd'hui individuelles et collectives
de liberté d'expression et autres. Selon vous, en tant que déjà défenseur des droits humains, selon vous, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui dans cet espace ouest-africain cette hausse généralisée ou bien croissante en tout cas de cette violation des droits humains? Alors pour moi, c'est juste une question d'intérêt personnel. Intérêt personnel, c'est quoi? C'est que nous sommes gouvernés ou dirigés par des politiques. Donc, dans cette distinction des politiques, il faut peut-être faire une hiérarchisation, c'est-à-dire, il y en a qui se disent politiques, ils sont des patriotes qui veulent mettre au service de leur savoir-être, de leur, en tout cas de leur savoir-faire, pour faire bénéficier à leurs concitoyens, justement, leur expertise. Par contre, parmi eux, il y en a d'autres qui sont juste là pour s'accaparer du pouvoir. Alors ceux-là, qu'on peut appeler peut-être politiciens, parce qu'ils ne croient, entre guillemets, en rien, sinon qu'à leurs propres intérêts, et qui sont là pour dire tout simplement, pousse-toi que j'y m'y mette, parce que je veux aussi goûter plus ou moins à ce gâteau-là, qui ne devrait pas être un gâteau à partager, puisque quand on parle d'une nation, d'un état de droit, justement, ça veut dire qu'on doit prendre en résolution de dire, nous vous dirigeons, mais c'est vous qui nous avez mandaté pour que nous soyons à votre service. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Et donc, cet esprit d'alternance doit amener à dire, voilà une façon de faire qu'il faut corriger, mais le plus souvent, c'est comme si on allait de mal en pire. Pourquoi je le dis? Parce que quand on prend du point de vue de la réflexion, ce n'est pas les idées qui manquent. On a des étudiants qui ont écrit des mémoires sur pas mal de domaines. On a également des chercheurs qui sont dans pas mal de domaines. Mais au finish, il y a des rapports qui sont faits au sortir, je citais tout à l'heure les assises nationales du Sénégal, que d'autres pays même ont pris comme référence pour se lancer dans des assises, mais on met dans les tiroirs. Donc, on n'a pas en tout cas cette expertise ou cette manie-là de dire on doit faire de sorte que ce que nous disons, nous puissions l'appliquer pour que les populations puissent se voir dedans. Et nous reviendrons tout à l'heure sur les assises et ces autres formes de débat et le rôle aujourd'hui de la société civile dans le débat politique. Cher Sadibou, M. Ndour l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, la documentation ne manque pas. Les propositions, en tout cas, ne manquent pas. Les rapports ne manquent pas. Est-ce qu'il n'y a pas donc un problème de volonté politique aujourd'hui? Oui, il y a certes un problème de volonté politique, mais concernant ces droits de l'homme-là, moi je dis que l'Afrique a subi beaucoup de chocs, des chocs exogènes. Par exemple, la période précoloniale, coloniale, post-coloniale. Donc, le continent africain a subi ces chocs-là donc de manière vraiment difficile, surtout la période post-coloniale. Parce que cette période post-coloniale coïncide avec les indépendances, l'après-indépendance, de 60 à nos jours. Donc, avec les pères de l'indépendance qui ont pratiquement dirigé l'Afrique jusqu'aux années 90, il y avait le système des partis uniques. C'est-à-dire, c'était un seul parti qui était pratiquement au pouvoir et qui voulait pratiquement diriger toutes les sphères étatiques et n'acceptait pas le multipartisme ou l'opposition. On a vu le cas du Sénégal avec les événements de 62, plus tard 68, ainsi de suite. Donc, nos chefs d'État, Senghor a finalement essayé de mettre en place un multipartisme limité. C'est Abdou Diouf qui va venir faire un multipartisme pratiquement intégral. Donc, il faut vous dire qu'il y a des chocs peut-être exogènes qui ont frappé le continent africain, mais cela n'a pas empêché nos dirigeants d'avoir une vision par rapport à ces chocs-là qui ont bouleversé le devenir de nos pays. Ainsi, nous allons arriver vers les années 90, en période de guerre froide, le mur de Berlin est tombé, donc le monde devient multipolaire. De ce fait, les Africains vont essayer peut-être de s'adapter à des mécanismes internationaux, des mécanismes qui défendent les droits de l'homme, des mécanismes qui créent des cours de justice, qui permettent vraiment aux hommes et aux femmes de pouvoir essayer de se défendre et vraiment de voir ces organisations-là intégrer nos pays et défendre pratiquement la cause de l'être humain, l'homme en tant que tel. Mais aujourd'hui, cher, pour la question des droits humains aujourd'hui, est-ce qu'on peut la renvoyer à la globalisation ou bien à la libéralisation, si l'on sait que même dans nos sociétés traditionnelles, en tout cas, il existait cette
centralité aujourd'hui de la vie humaine, c'est respect de l'aîné, c'est respect de la femme, c'est respect des droits des uns et des autres. Donc, est-ce qu'il n'existait pas une certaine forme même de respect des droits humains dans nos sociétés traditionnelles avant même qu'arrive cette globalisation-là? On peut s'en référer à la charte Manding, le Kurukan Fuga, où vraiment on avait mis en place une charte qui respectait pratiquement les droits de l'homme, où l'article 1er de cette charte-là nous disait que toute vie est une vie. Donc cela vous montre que la société africaine a toujours avait une clairvoyance par rapport à ces droits humains-là. Mais maintenant, avec le choc qu'a apporté vraiment la colonisation, l'esclavage, ainsi de suite, ces phénomènes-là, donc ces phénomènes nous ont apporté un autre modèle de droits humains venus de l'Occident. Maintenant, il imputer aux Africains d'essayer de s'adapter à ce modèle-là. C'est ce qui nous a valu ce qui nous a valu ces problèmes que vous voyez actuellement. Donc la situation des droits de l'homme en Afrique est catastrophique. Que ce soit au Sénégal, au Mali, en RDC, vous avez vu le conflit en RDC où les droits de l'homme sont bafoués du matin au soir. Donc pour vous dire tout simplement que le continent africain... Sur ce point-là, cher, est-ce une question aujourd'hui de modèle ou une question d'homme? Je m'explique. Vous avez fait tout à l'heure un rappel historique partant aujourd'hui du parti unique à un multipartisme limité jusqu'à la libéralisation aujourd'hui des partis politiques, de la parole et tout. Aujourd'hui, dans plusieurs États qui sont dits en tout cas des démocraties, on voit ces restrictions croissantes, en tout cas dans les faits, ou bien sur le principe, ce sont des démocraties, mais dans les faits aujourd'hui, les pratiques sont tout autres. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un problème d'homme ou bien un problème de modèle? Oui, on peut parler aussi de problème d'homme, parce que la démocratie est incarnée par des gentlemen. En Afrique, on a la plupart dans nos États, on a des hommes politiques ou ceux qui dirigent pratiquement ces États-là sont proches pratiquement de la dictature. Par exemple, si je peux prendre le cas du Cameroun ou du Congo, où des présidents s'éternisent au pouvoir. Donc, il y a une façon de faire que devaient montrer pratiquement ces dirigeants-là pour permettre à leur pays d'accéder à d'autres modèles de démocratie, de liberté des droits humains, qui vont permettre vraiment à la population de pouvoir s'exprimer librement et de manière démocratique. Et cela va permettre à l'Africain même, à l'homme africain de pouvoir s'émanciper, mais aussi de pouvoir faire valoir ses droits par rapport à son pays ou par rapport à son devenir. Sinon, on risque de voir tous les années qui vont venir, les droits être bafoués, être vraiment marginalisés sur le continent africain. Et sur cette question, M. Ndour, selon vous, quelle place aujourd'hui des droits humains dans les jeux démocratiques? Alors, une place prépondérante, d'ailleurs, dans la définition même, si vous regardez au niveau des Nations Unies, on ne peut pas parler de démocratie sans respect des droits humains. Parce que justement, ce qui sous-tend un état de droit où on peut parler de démocratie, c'est qu'on respecte les droits. Et aujourd'hui, tu ne peux pas parler de démocratie sans pour autant garantir le droit de liberté d'expression, liberté d'opinion. Et aujourd'hui, dans ces démocraties, soi-disant démocratie naissante, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisqu'il a rappelé tout à l'heure, depuis le XIIIe siècle, nous, on a déjà écrit c'est quoi notre démocratie. Mais est-ce que nous nous sommes appropriés de cette démocratie? C'est ça la question qu'il faut poser aujourd'hui. C'est pas que la démocratie, on l'a importée, c'est pas une autre affaire, non. Mais aujourd'hui, il va falloir s'adapter, il va falloir synchroniser, et comme disait Senghor, le rendez-vous du donner et du recevoir, c'est-à-dire aujourd'hui, on vit dans un monde globalisé, on ne peut pas être ermite. On doit vivre de façon, comme disait Bachir Diagne, des sociétés ouvertes, mais en étant enracinés de nos valeurs, imbus de nos valeurs. Et comment arriver à cette synchronisation aujourd'hui entre nos réalités, ce qui existait déjà? Cheikh a donné tout à l'heure l'exemple de la charte du Mandé, le Kurukan Fuga. Aujourd'hui, comment arriver à cette synchronisation entre l'existant et également le modèle actuel démocratique? Si l'on sait que de plus en plus également des chercheurs même y travaillent à cette limite aujourd'hui, ou bien à ces limites notées des modèles actuels de démocratie. Comment en Afrique arriver à cette synchronisation? Alors moi, je peux donner l'exemple d'Addis Abeba, voilà, de l'Éthiopie. Voilà, aujourd'hui, l'Éthiopie a montré que la démocratie est possible autrement. L'Afrique du Sud a également montré que la démocratie est possible autrement. Aujourd'hui, vous prenez l'exemple de l'ANC. C'est un melting pot
de trucs traditionnels, différentes ethniques, où on essaie de lier le fait du respect des droits par rapport à ce qu'ils ont vécu en termes d'apartheid, et avec la touche évidemment de Mandela sur l'esprit du pardon et de la réconciliation, pour dire tout simplement que pour arriver à synchroniser, il nous faut une rupture. Ces ruptures-là, c'est qui? Ce sont les leaders. Aujourd'hui, prenez les instruments. Pourquoi? L'Union africaine dira la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Pourtant, on pouvait se limiter à dire la charte africaine des droits de l'homme. Mais justement, c'est pour montrer notre spécificité. Nous vivons en société et que ce n'est pas une affaire de personne, c'est une affaire de groupe. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas nous reprocher en tant qu'Africains d'être trop nombreux parce que nous vivons comme ça. Dans la famille, c'est papa, maman, oncle, badiane et tout le monde dedans. Nous vivons dans des familles extensives. Voilà, et voilà, vraiment élargies. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je pense que la meilleure façon de synchroniser, c'est que le leadership doit opérer une rupture. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire, les gens disent, oui, on dirait que l'Afrique n'a pas d'élite. Mais si, on a des élites. Mais est-ce que ces élites-là, ils sont conscients de cette synchronisation-là? Est-ce que dans cette musique-là que nous voulons jouer, est-ce qu'on laisse celui qui doit jouer au violon jouer librement et écouter pour avoir une symbiose qui fera qu'on a une bonne musique? Sinon, ben, chaque leader qui arrive au pouvoir vient pour dire « moi je fais à ma manière, donnez-moi le pouvoir, je fais à ma manière ». Non, il ne suffit pas de vouloir faire à sa manière. Il suffit de dire « voilà ce qui existe, qu'est-ce qui n'a pas marché ?» qu'est-ce qu'il faut améliorer? Et c'était la démarche justement des assises nationales parce qu'on a dit 50 ans et après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais aujourd'hui, l'esprit même de dire l'État est une continuité, mais on perd ça en Afrique. Parce que chaque président qui arrive, il va montrer sa spécificité par rapport à ce qu'il veut amener. Alors que dans la construction d'une nation, en tout cas allant vers le développement, on ne doit pas spécifier pour dire ça c'est Daouda qui l'a fait, ça c'est Cheikh, ça c'est Denis. Non, on dit que l'ensemble de nos présidents qui sont passés par là, ils sont parvenus à se tenter à nous servir ceci. Nous, nouvelle génération, que pouvons-nous faire pour porter ce flambeau beaucoup plus longtemps et encore beaucoup plus haut à travers ce que nous proposons en termes de développement? Et justement, on ne peut pas parler de développement également sans droits humains, puisque si les droits d'expression, de liberté d'opinion, de manifestation, d'association ne sont pas respectés, nous sommes dans des conflits. Et les conflits nous retardent. Les conflits font partie de ce qui retarde l'Afrique. C'est comme si on veut nous faire voir, regarder cette direction-là, pour ne pas nous faire nous laisser faire notre prise de conscience de ce qui est essentiel. Je pense qu'il y a un artiste qui a fait un film disant qu'on doit arriver à un moment où ce sont des Occidentaux qui veulent venir en Afrique. On leur dit non, les visas c'est terminé, il faut attendre. C'est un film de l'artiste et rappeur Didier Awadi qui a fait un film sur la question. Et Cheikh, dans certains pays africains qui traditionnellement étaient cités comme exemple de démocratie, on peut y noter aujourd'hui une restriction croissante également des libertés d'expression et autres libertés de regroupement ou de manifestation. Comment aujourd'hui est-ce qu'ils en sont arrivés là? Je veux bien sûr parler de ces pays, à des exemples de pays démocrates au statut aujourd'hui de mauvais élèves en termes de respect de la démocratie et même des droits humains. Puisque M. Ndour l'a rappelé tout à l'heure, le respect des droits humains est important pour tout développement et pour toute stabilité également politique comme sociale. Oui, moi je dirais que le développement c'est satisfaire les besoins primaires. Et les libertés démocratiques, les droits de l'homme font partie de ces besoins primaires-là. Donc les populations en ont besoin. Donc il faut tout faire pour intégrer dans nos constitutions tout d'abord, parce que la plupart de nos constitutions après les indépendances
ont vraiment intégré des chartes internationaux comme vraiment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc tous ces pactes-là qu'on a intégrés à nos constitutions par rapport aux droits humains, certes, reflètent peut-être une partie des droits humains que nous voulons défendre, mais il y a ce modèle africain qu'il faut essayer d'intégrer. Et je pense que le Mali l'a fait dans sa constitution de 1960, dans l'alinéa 2, où ils ont carrément précisé qu'il faut essayer d'adapter aussi le modèle africain par rapport aux droits de l'homme. Maintenant, ces pays... Est-ce que l'actuel pouvoir de transition n'est pas aussi dans cette logique, puisque l'actuelle constitution qui a été promulguée par le président de la transition, Goïta, prend également en compte beaucoup de réalités spécifiques aujourd'hui à la culture malienne, à la société malienne? Effectivement, c'est quelque chose de très normal, parce qu'on sait que le Mali, donc l'empire du Mali a toujours été le symbole pratiquement de la démocratie, des libertés aussi africaines, que j'en parlais tout à l'heure avec la charte du Kokanfuga. Donc avec nos grands empires, le royaume du Congo, le Monomotapa, ainsi de suite. Donc l'Afrique a toujours eu son modèle par rapport à ces aspects-là de liberté et de démocratie. Mais comment se fait-il, cher, que ces pays qui jadis ou bien qui étaient donnés en modèle de démocratie, aujourd'hui en arrivent à être des pays où les libertés sont bafouées, ou bien des pays où on note en tout cas un certain recul des droits humains et des libertés des libertés individuelles et collectives? C'est par rapport surtout au changement de modèle. Certes, on nous a imposé un modèle démocratique venu par exemple de l'Occident, et ce modèle, donc nos dirigeants peut-être ont cherché à l'adapter par rapport à nos systèmes. Par exemple, au Sénégal, Senghor, on l'a vu, il a cherché à équilibrer la constitution par rapport aux réalités sénégalaises. Donc dans les autres États, pratiquement c'est le même cas, mais dans certains États, ça n'a pas marché. C'est pourquoi lorsqu'on voit un homme arriver au pouvoir, il devient l'alpha et l'oméga. Pratiquement, il décide de tout ce qui se passe dans son pays. Il nomme à tous les postes civils et militaires, même avec nos constitutions, et ainsi de suite. Mais tout cela montre qu'il y a vraiment un blocage par rapport vraiment au devenir et à la liberté et à la démocratie qu'on veut mettre en place sur le continent africain. Mais cela n'empêche pas que cette nouvelle génération qui est en train de venir, vous l'avez souligné tout à l'heure avec le Mali, donc quoi qu'on puisse dire, certes c'est un coup d'État, mais il y a un modèle malien qui est en train d'être mis en place. Donc ils ont parlé des assises de la refondation, ils sont en train de mettre en place des systèmes vraiment qui sont proches des réalités africaines, des réalités maliennes. Certes, il y a des contestations au Mali, c'est quelque chose de normal aussi, mais ça ne peut pas faire l'unanimité. Mais ce qui est en tout cas salutaire, c'est que les Maliens en tout cas sont tombés d'accord par rapport à ce modèle-là qu'ils sont en train de mettre en place. Maintenant, il appartient aux autres États africains d'essayer de revenir à la réalité africaine, ce que j'appelle la réalité africaine, c'est-à-dire, certes, c'est un modèle ancien, mais il faut s'en inspirer, parce que la charte du Mandé, je pense... Et arriver à cette synchronisation, comme l'a dit tout à l'heure Denis, synchroniser aujourd'hui l'existant dans nos États par rapport aujourd'hui à ce système politique importé, si on peut l'appeler ainsi. Il y a Cher qui a donné tout à l'heure l'exemple des assises de la refondation au Mali. Vous avez rappelé tout à l'heure aussi les assises nationales au Sénégal, des dialogues ou bien des espaces en tout cas de discussion que l'on voit très souvent en période de tension ou non dans nos États aujourd'hui pour se retrouver, se réunir autour de l'essentiel et discuter du devenir ou de l'avenir de nos pays. Mais aujourd'hui, comment arriver à ce que ces rencontres-là, au sortir de ces rencontres, les recommandations issues aujourd'hui de ces rencontres donnent les résultats escomptés? Alors déjà, c'est... Surtout le rôle de la société civile dans cela. Voilà, c'est un défi. Et effectivement, la société civile a un grand rôle à jouer dans ce processus, puisque la société civile est à la fois acteur, mais également médiateur, qui est un rôle un peu compliqué, je peux le dire ainsi, parce que justement, quand il joue son rôle de médiateur, on veut que la société civile soit neutre. Quand la société civile joue son rôle d'acteur, on veut catégoriser la société civile. Je rappelle qu'aujourd'hui, toutes les activités de développement local, mais ce sont des ONG qui sont sur le terrain, c'est la société civile. Et donc, pourtant, on ne met pas cela en exergue. Mais c'est quand on vient dans les domaines de médiation qu'on veut soit tirer, soit c'est le pouvoir, le régime en place contre l'opposition, où on veut
catégoriser un peu l'opposition, la société civile, comme on l'a fait effectivement avec les intellectuels, avec les productions qu'on a vues récemment en termes de contribution, où on a voulu voilà, catégoriser les gens d'opposants, etc. Mais pour moi, ça va dans le normal. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que les positions de part et d'autre des acteurs de la société civile soient décriées selon vous? Alors, pour moi, c'est parce qu'on n'a pas cette culture d'acceptation de la critique objective. C'est-à-dire, on dit, il nous critique pour nous critiquer, il ne dit pas des choses que nous avons fait de génial. Alors, est-ce que l'idée, c'est de dire ce que vous avez fait de génial? Ce que vous avez fait de génial, c'est votre devoir. Et j'aime à le dire aux citoyens, vous voulez que je me mette à revendiquer vos droits. Mais avant d'y arriver, je vous demande, est-ce que vous avez accompli vos devoirs? Et donc, ça va de pair. Et donc, si vous êtes au pouvoir, c'est parce qu'on vous a mis devant, on a eu confiance en vous pour que vous puissiez venir faire justement ces choses dont vous voulez que nous fassions les louanges. On n'en a pas besoin parce que vous faites votre rôle. Par contre, celui qui est dehors, qui n'est pas encore là, lui, il attire l'attention. Et c'est un rôle également que la société civile est en train de mener pour attirer l'attention. Mais ce rôle de médiateur-là, c'est pour dire tout simplement que aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir... Vous parlez de la société civile comme médiateur aujourd'hui dans les jeux démocratiques. Ce sera d'ailleurs la thématique qui sera abordée en seconde partie de l'émission Le Débrief. Je rappelle que l'organisation continentale qui est l'Union africaine s'est également dotée de différents traités, mécanismes et autres politiques dans le cadre de la préservation des droits humains. On peut citer entre autres la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte pour le bien-être également des droits et du bien-être de l'enfant et bien d'autres chartes et politiques également. En seconde partie du débrief, il sera question de parler de la société civile et de son rôle de médiateur dans les jeux démocratiques. De retour pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief. Cheikh Sadibou Ndiaye, depuis quelques années, les organisations de la société civile jouent un rôle important dans la consolidation de la démocratie, le respect des droits humains et l'équilibre même des institutions. Déjà, quelle lecture faites-vous de cette mission des sociétés civiles dans nos démocraties africaines? Donc, j'aimerais rendre d'abord un vibrant hommage à ces sociétés civiles africaines-là. Parce que vraiment, quoi qu'on puisse dire, ils sont là, ils défendent pratiquement vraiment les sociétés africaines de la tyrannie, pratiquement des hommes forts qui sont à la tête de ces États-là. Je veux prendre le cas du FNDC en Guinée, au Sénégal, avec Y'en a marre, ainsi de suite, avec toutes les organisations de la société civile, même les activistes. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que cette nouvelle génération, ces jeunes qui émergent actuellement et qui se nomment activistes, font partie de cette société civile-là. Certes, on les dénigre matin, midi et soir. Il y a aussi cette société civile classique avec les Alioutine et ainsi de suite, et le doyen Ndour, dont vraiment je suis fier de partager un plateau avec lui. Donc j'aimerais tout d'abord les rendre un vibrant hommage pour le travail qu'ils sont en train d'abattre sur tout le continent africain, parce que c'est pas facile, mais aussi de montrer la voie qu'il faut suivre à cette nouvelle génération par rapport à ces régimes oppressifs qui gangrènent pratiquement le continent africain. De ce fait, lorsqu'on les taxe de politiciens encagoulés, je pense que c'est tout à fait normal. Donc ceux qui sont au pouvoir, à chaque fois qui détiennent vraiment les pouvoirs publics, lorsqu'ils voient qu'il y a une nouvelle conscience qui émerge et qui critique et qui essaie de vraiment prendre une autre voie par rapport au développement et par rapport à la prise de conscience d'une génération, on a tendance à voir l'État émettre des critiques par rapport à ces leaders-là. C'est pourquoi il est important de les féliciter, de les encourager aussi à vraiment continuer sur cette voie-là. Donc le fait de les critiquer et de les taxer d'opposants, je pense que ça ne les gêne pas, ça ne doit pas les déranger, mais aussi cela doit permettre vraiment à cette jeune génération, cette nouvelle génération, de se préparer davantage, parce qu'à chaque génération, il y a des inégalités qui vont naître. Et on voit que ces acteurs de la société civile sont également beaucoup impliqués sous nos cieux dans les alternances démocratiques. Aujourd'hui, ils appuient beaucoup en période électorale pour arriver à ces alternances démocratiques de façon apaisée et des fois en période de tension également, même si ce n'est pas de façon en tout cas publique ou bien qu'ils communiquent dessus, mais ils mènent beaucoup de médiation et autres
votre activité également pour la stabilité et la paix dans ces pays-là? Par exemple, si je prends le cas du Sénégal, en 2012, lors de cette crise-là qui a secoué ce pays, des acteurs et des membres de la société civile comme Aliou Tine, Assane Diom Mandiaye, ainsi de suite, ils étaient au devant de la scène. Donc ils ont défendu pratiquement le peuple sénégalais. Ils ont fait des médiations avec le président Wade et l'opposition. Donc cela vous montre qu'il y a un rôle assez important joué par cette société civile-là. Il faut les encourager par rapport vraiment à cette voie-là. De ce fait, il est aussi important de souligner que l'Afrique d'aujourd'hui a besoin d'une société civile forte. Parce que jusqu'à présent, la plupart de nos pays sont dirigés pratiquement par je ne dirais pas des dictateurs, mais des hommes qui s'accaparent pratiquement de l'institution étatique et qui imposent pratiquement un système de gouvernance qui leur permet pratiquement soit de s'éterniser au pouvoir par des coups d'État constitutionnels ou soit de mettre en place des mécanismes qui vont leur permettre de perdurer ou de laisser à leur vraiment démembrement à continuer de diriger ces pays-là. De ce fait, cette société civile-là, dirigée par ces hommes valeureux-là, vont permettre à cette génération d'Africains de voir vraiment les combats qu'il faut adopter, les combats qu'il faut mettre en place pour continuer dans cette démocratisation de l'Afrique, pour continuer à surveiller, à veiller sur les élections et à assister vraiment nos États par rapport à cette pluralité démocratique et à cette liberté-là. Et Denis Ndour, comment arriver aujourd'hui à ces sociétés civiles fortes, surtout au moment aujourd'hui où de part et d'autre, je le rappelais tout à l'heure, certains décrient aujourd'hui les missions menées par ces sociétés civiles. Quand c'est du côté du pouvoir, ils les taxent d'être des opposants ou des politiciens encagoulés, pour emprunter l'expression à Cheikh Sadibou. Si c'est du côté de l'opposition, des fois ils peuvent les taxer d'être proches ou à la solde aujourd'hui du pouvoir. Comment, face à toute cette situation-là, on peut faire émerger ou bien en tout cas faire prospérer des sociétés civiles assez fortes et qui soient à équidistance aujourd'hui des différents bords? Alors, il y a un instrument que je trouve vraiment un instrument qui est capital, c'est le réseautage. Alors aujourd'hui, ce qui se passe au Mali ou au Niger, au Sénégal, il y a toujours une coalition d'organisations de la société civile qui se voit pour parler de la chose. Alors que ça, on ne connaissait pas avant. Chacun était dans son pays, société civile. Maintenant, c'est fini. C'est pas aujourd'hui, on est société civile, on est engagé, pas seulement pour ce qui se passe au Sénégal. Ce qui se passe au Togo nous intéresse et nous avons des liens, et vraiment des liens forts avec toute la sous-région et l'Afrique dans sa globalité à travers des forats que nous avons. Et ceci est valable pour les organisations spécialisées en matière de droits humains. Et donc moi je pense que ce réseautage-là, vraiment ce networking, c'est un instrument fort. Parce que ça permet de dire, écoute, mais on a vu des Bissau-Guinéens qui ont écrit une lettre au président de la République du Sénégal, signé par plusieurs des universitaires. Mais qu'est-ce qui a amené ça? C'est la société civile. Justement parce qu'en se disant que l'Afrique nous appartient, l'Afrique de l'Ouest nous appartient, si ça se passe mal là-bas, ça peut retomber sur nous. Donc on ne doit pas être des spectateurs. Et donc ça revient ce rôle de médiateur. Et évidemment, la médiation, parfois, on peut ne pas voir parce que c'est dans la discrétion. Et même c'est dans on le connaît, hein, dans notre adage ici, on dit, si on sait là où tu vas, tu risques de ne pas y arriver. Parce qu'il y a tous les pyromanes qui vont essayer de capoter cette belle initiative, allant dans le sens de marquer la stabilité, la cohésion sociale, etc. Donc moi, je pense que il n'y a pas à se décourager. C'est vrai, il y aura toujours des pierres jetées ça et là, mais je vous assure, pour les personnes que j'ai fréquentées, c'est des gens de conviction, c'est des gens de principe. Ils n'attendent absolument rien en retour. Au contraire, ils dépensent et de leur temps, de leurs moyens, de leur argent, même s'ils ne le disent pas tout haut aux citoyens, parce qu'ils sont imbus de cette envie de vouloir servir en respectant ce qu'on appelle la dignité humaine et en faisant respecter justement cette dignité humaine-là à travers ce que nous avons mis en place. Cela veut dire quoi? La République. Il faudrait que l'on sache que cette République-là n'est pas l'apanage des élus. Ah non, c'est tous les citoyens. Et donc la société civile doit être là
pour encadrer, pour éduquer, pour amener les citoyens à se rendre compte que c'est leur affaire à eux et qu'ils ont leur pierre à apporter dans cet édifice-là, parce qu'une nation, une république, ça se construit de jour en jour. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je passe dans des ponts ou whatever aux États-Unis, je regarde, c'est magnifique, mais on me dit, mais écoute, ça n'a pas été fait en 2 ans. Ça a été fait en 100 ans, en 60 ans, en 75 ans. Mais dans notre quotidien, on a tendance à vouloir tout de suite, tout et maintenant. Et ça, c'est pas possible. Et c'est pourquoi la société civile doit continuer ce travail de conscientisation des populations. Pour aussi avoir le courage de dire à ceux qui gouvernent, attention, il y a des dérives et nous ne voulons pas que ça arrive là où nous ne voulons pas. Et donc, il faut dénoncer les dérives. Mais tout en dénonçant, il faut faire des propositions. Et quand vous regardez le plus souvent les communiqués des organisations de la société civile, ils dénoncent et ils disent « nous appelons à ». Nous encourageons à. Mais c'est des pistes de solutions, justement. C'est pour dire qu'on n'est pas là juste pour critiquer, mais on est là aussi pour donner des pistes de solutions. Mais la décision appartient à celui qui a le pouvoir. Une façon de davantage prêter oreille attentive à ces acteurs de la société civile, qu'on soit aujourd'hui du pouvoir, de l'opposition, ou même des populations, des Sénégalais lambda, tout simplement. Et cher, l'exemple du networking donné par M. Denis Ndour, aujourd'hui, comment faire prospérer davantage de tels modèles aujourd'hui pour avoir plus d'impact? Le fait que ce qui se passe au Sénégal n'est pas seulement aujourd'hui un problème des Sénégalais, mais que ce soit travaillé avec d'autres acteurs de la société civile au Mali, au Niger ou ailleurs. Comment faire davantage prospérer de tels modèles aujourd'hui? D'abord, il y a beaucoup de canaux qui vont permettre à la société civile africaine vraiment d'essayer de se ramifier, de se rencontrer pour essayer vraiment de propager cette idéologie vraiment qui va permettre aux organisations de société civile africaines de pouvoir se réunir et d'essayer de mettre en place des systèmes qui vont permettre d'apporter des autocritiques constructives par rapport aux destinées de nos États. D'abord, je veux parler d'Internet, parce que Internet actuellement est utilisé pratiquement par tous les États du monde vraiment pour faire passer peut-être une certaine propagande. On parle de propagande russe, propagande américaine ou française, j'en passe. Mais en Afrique, on devait utiliser Internet, on devait valoriser Internet pour permettre la conscientisation vraiment de nos populations-là. Et ce qui est dommage, c'est que c'est le contraire qui est en train de se dérouler. Internet est utilisé souvent pour diffuser de la propagande étrangère, pour essayer de canaliser pratiquement l'esprit des Africains. C'est Mao qui disait que 100 fleurs s'épanouissent et que de multiples écoles rivalisent. Et que 1000 écoles rivalisent. Oui, je pense que c'est cette citation que doivent utiliser même les sociétés civiles africaines à travers peut-être ces réseaux sociaux-là pour permettre à ces jeunes Africains-là de prendre un peu de recul par rapport à ce jeu qui est en train de mettre peut-être certaines pays occidentaux. Mais si on reste avec la société civile, cher, n'a-t-on pas aujourd'hui l'impression que c'est la suite aujourd'hui de votre citation que l'on voit dans nos États? C'est-à-dire 100 fleurs d'accord, mais à condition qu'elles soient toutes rouges. C'est-à-dire, oui, donnez votre point de vue, mais que ce soit en notre faveur, au faveur des gouvernants. Effectivement, c'est ce qui est dommage parce que c'est ce qui conduit même à des dérives dans beaucoup d'États où on arrête peut-être des journalistes ou des vraiment hommes de parole, ainsi de suite. C'est ça qu'il faut continuer à dénoncer. J'ai vu même ici au Sénégal où peut-être, je ne dirais pas que c'est un acteur de la société civile, où des journalistes ont été arrêtés parce que tout simplement, ils ont donné des informations concernant des phénomènes ou des problèmes internes. Donc je pense que l'Afrique doit dépasser cela. On doit arriver à un stade où les Africains doivent prendre à bras le corps leurs problèmes. Certes, les États sont là, les gouvernants sont là pour définir la politique de la nation, mais il appartient à cette société civile africaine de se réunir, comme l'a dit M. Ndour, de se réunir au niveau de tous les États, de mettre en place un système. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important de souligner, c'est que la société civile malienne, sénégalaise, guinéenne, ainsi de suite, se réunissent.
mettre en place pratiquement des cadres de concertation qui leur permettent d'apporter des autocritiques constructives par rapport à la destinée de l'Afrique, par rapport aux problèmes qui gangrènent l'Afrique, et même sur le terrorisme, sur le phénomène djihadiste au nord du Mali, ainsi de suite. Je pense que c'est une bonne chose. Cela va permettre à cette nouvelle génération de prendre conscience qu'à un moment de l'histoire, il y a eu des hommes et des femmes valeureux qui se sont levés et qui ont dit il faut mettre telle ou telle chose en place parce que nos aïeux ont fait cela, nos grands-pères ont certes mis en place la charte du Mandé, certes il y a eu des phénomènes qui l'ont un peu dérouté, mais il est temps de reprendre vraiment la main, essayer de mettre en place quelque chose qui nous appartient, quelque chose qui va nous permettre d'émerger. Et par rapport à ces forats de la société civile, on peut citer aujourd'hui la rencontre en mars dernier des acteurs de la société civile africaine à Tripoli en mars 2023 pour échanger aujourd'hui sur les questions de paix et sécurité et du rôle que pourrait jouer la société civile africaine dans la consolidation de cette paix et de cette sécurité sur le continent. Et Monsieur Ndour, en Afrique subsaharienne, cette notion ou bien ce concept même de société civile est souvent dite importée à la suite aujourd'hui de la libéralisation, de la globalisation que le continent a connue et à travers également le pilotage multilatéral des processus de transition et des crises de développement qu'il y a eu sur le continent. Et dès les années 80 également, on a vu les organisations de coopération, de développement qui ont insisté sur les processus d'institutionnalisation aujourd'hui de ces formes d'organisation avec la mise sur pied de ces OSC et quel rôle également est défini à ces OSC africaines. Selon vous, quel rôle aujourd'hui est attendu au vu de l'évolution qu'il y a eu de ce rappel historique? Aujourd'hui, quel rôle est attendu de ces organisations de la société civile africaine? Alors, moi, je pense que le rôle que les sociétés civiles doivent jouer en Afrique va forcément influencer pour la construction de l'Afrique de demain. Aujourd'hui, avec l'Union africaine, on parle d'agenda 2063, mais là où parfois je ne suis pas trop d'accord, c'est qu'on se focalise sur les résultats lointains alors que la conscientisation moi j'avais un étudiant qui devait aller en Chine justement et je disais il faut mettre en exergue justement cet aspect-là dans cette rencontre où des gens, des étudiants devaient venir pour voir un peu la technologie en Chine pour pouvoir voir comment répliquer au niveau de l'Afrique. Donc moi je pense que cette société civile-là a besoin de main forte. Cette main forte-là, c'est des gens qui sont imbus de valeurs, mais également une certaine reconnaissance. Vous voyez, c'est vrai, je le disais tantôt, ceux qui se combattent pour des principes, bon, que vous les félicitez ou pas, c'est pas grave, hein, mais je pense qu'il y a une certaine reconnaissance qu'on devrait avoir envers ces derniers pour les sacrifices qu'ils font pour pouvoir faire de sorte qu'il n'y ait pas autant de dérives, pour tout ce qu'ils produisent en termes d'écrits sur le plan intellectuel, pour montrer qu'effectivement l'Afrique nous appartient et personne ne va travailler l'Afrique à notre place. Et aujourd'hui, si l'Occident est vraiment assez conscient que l'Afrique c'est l'avenir du monde, mais nous qui vivons en Afrique, nous devons être les premiers à en être conscients et à dire, avant que les autres puissent en profiter, mais il faut que nos filles et nos fils et nos arrière-petits-fils puissent en profiter. Et j'aime bien ce que disait souvent le président Amadou Matar Mbow. Dans le cadre des essais, il disait, écoute, même si ce n'est pas une application pour maintenant, au moins on aura pris le temps de réfléchir et de se dire que pouvons-nous faire de façon endogène en comptant sur nos propres moyens pour montrer à l'autre que tu ne vas pas me dire tu passes par là, tu regardes par là parce que c'est moi qui donne les moyens. Et donc, si vous voyez aujourd'hui, beaucoup d'organisations de société civile, ils n'ont pas de financement. Ils se cotisent entre eux pour pouvoir, et c'est encourageant dans la mesure où on ne te force pas à dire c'est ça que tu dois faire. Donc, si l'État est conscient de cela, si les populations sont conscientes de cela, c'est eux qui doivent maintenant dire soutenons ces organisations-là. Et je dis, il ne suffit pas de regarder les organisations de la société civile sur le plan macro, parce qu'il y a ce qu'on appelle
les organisations communautaires de base. Si on reste avec l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, le président Amadou Makhtar Mbow, président des Assises également, et de ces propos qu'il a eu à tenir, une façon en tout cas pour vous, pour tous ces acteurs qui ont réfléchi aujourd'hui lors de ces Assises nationales, une façon d'apporter en tout cas votre contribution par rapport à l'édification de cet état de droit que nous voulons tous, et une façon également une contribution qu'on peut comparer, je dirais, à la légende du petit colibri qui a joué aujourd'hui sa partition. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu également aujourd'hui qu'on puisse penser à cette mission aujourd'hui, ou bien ces missions de ces sociétés civiles, revoir les missions de ces sociétés civiles et voir comment les adapter, comme cela a été le cas dans la première partie, avec les systèmes qu'on voit sous nos cieux, les systèmes politiques. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir aujourd'hui les missions de ces sociétés civiles et les adapter par rapport aux réalités des sociétés dans lesquelles elles sont implantées? Absolument, je suis tout à fait en phase, il le faut, parce que justement, comme on dit, une loi, si l'esprit de cette loi-là n'est pas à jour, la loi devient obsolète. C'est pourquoi on est en train parfois d'abroger des lois, de changer, etc. Et c'est la même chose dans la démarche du travail des membres de la société civile. Donc, on ne doit pas être juste nostalgique. Ça se passait comme ça doit toujours se passer comme ça. C'est pareil pour les politiques. Et on est dans un système où c'est toujours comme ça doit rester comme ça. Oui. Non, évidemment, les gens parfois ont peur du changement et ils se disent, je ne connais pas là où je pars. Et justement, c'est ça l'intérêt de la planification et de l'étude prospective, puisque on ne peut pas avoir des scientifiques qui réfléchissent, qui pensent. Parfois, moi, on me dit, dans une réflexion, mais comment tu as su que ça allait venir, etc. J'ai dit, mais ce n'est pas moi seulement, c'est beaucoup de gens qui ont pensé comme moi. La prospection. Voilà. Et donc ça, c'est important. Ce n'est pas de la divination. Hein. Voilà, c'est ça l'approche scientifique. Et donc, moi, je pense que aujourd'hui, la société civile doit se réadapter. Je me rappelle, nous avions fait il y a quelques années ce qu'on a appelé les assises de la société civile avec le CONGAD. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dépoussiérer pour dire tout simplement que nous sommes en 2023, nous devons nous adapter pour montrer à ceux qui aspirent au pouvoir, mais également à ceux qui sont là, qu'il y a des choses qu'il faut corriger dans le bon sens pour aider l'Afrique à se développer, pour donner à ses fils et ses filles vraiment le bien-être. Et cher M. Ndour a rappelé tout à l'heure les assises de la société civile qu'il y a eu sous l'égide du CONGAD, mais de plus en plus également, on note une floraison d'acteurs de la société civile, une floraison d'organisations de la société civile et des fois pour la plupart même qui évoluent dans les mêmes secteurs. Et un autre problème se pose, c'est la question des financements aujourd'hui de ces secteurs, de ces organisations de la société civile. Pour certaines, ce financement n'est pas forcément traçable. Est-ce que cela ne pose pas également un problème de fiabilité ou bien de crédibilité même de leur mission? Je veux parler de la question des financements et même la floraison de ces organisations de la société civile qui même font la même chose des fois sans même travailler ensemble. Oui, même par rapport à cette floraison-là, j'aimerais souligner tout simplement que Daouda, à chaque génération, il y a des inégalités qui naissent. Et il y aura des hommes qui vont émerger de nulle part pour essayer de défendre et de répondre à ces inégalités-là. C'est pourquoi ces acteurs-là qui viennent se rajouter à cette société civile, moi je pense que c'est bénéfique. D'une part, c'est bénéfique pour moi parce que ces acteurs-là vont permettre même à ces leaders de la société civile de pouvoir continuer cette propagation-là des idéaux de la société civile qui permettent vraiment de former ces populations-là, cette population africaine qui vraiment, on sait que d'ici 2050 fera près de 2 milliards d'habitants. Donc il est important qu'il y ait d'autres acteurs qui vont venir, qui vont comprendre. Parce que ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs même de cette société civile-là qui étaient en France, aux États-Unis, au Brésil, ainsi de suite, qui vont venir s'ajouter à ceux qui sont là et apporter d'autres modes de pensée, d'autres idéaux qui vont permettre de vraiment jongler ces idéaux-là. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi de travail en synergie? Je donnais tout à l'heure l'exemple d'organisations qui évoluent dans les mêmes domaines et qui pourtant ne travaillent même pas, qui financent les mêmes projets, qui vont vers les mêmes populations. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de travailler en synergie pour un impact beaucoup plus important? Oui, il est important d'aller vers cette synchronisation-là parce que cette synchronisation va le rendre pratiquement un peu plus facile le travail
par rapport à la société. Mais en tout cas, ce qui est important de noter, c'est que cette floraison-là, certes, la synchronisation peut tarder, mais cette floraison-là, d'une part, elle est bénéfique parce qu'elle va permettre à cette société civile-là de pouvoir s'élargir au niveau de ces populations africaines-là et de vraiment aider à une prise de conscience par rapport aux enjeux du moment. Parce que l'Afrique d'aujourd'hui, vraiment, n'est pas l'Afrique d'il y a 50 ans ou l'Afrique d'il y a 20 ans. L'Afrique, vraiment, est en train, la population africaine a un niveau de conscience assez élevé par rapport à ce qui nous dirige actuellement. Tout à l'heure, on parlait du Parlement de la CEDEAO. Quel est l'impact de ce Parlement-là? Si on prend à côté la Cour de justice de la CEDEAO, qui rend des décisions extraordinaires, qui joue son rôle, mais est-ce que les États l'appliquent? De ce fait, c'est tout simplement pour vous dire que donc il y a un travail à faire, mais comme vous l'avez dit, en synergie, en synchronisation, pour permettre vraiment l'étendue de ces idéaux-là. Et Monsieur Ndour, au Sénégal, au Congo, au Mali, au Niger et même dans d'autres pays africains aujourd'hui, ces acteurs de la société civile assurent aujourd'hui, durant les périodes de tensions socio-politiques, assurent aujourd'hui une certaine stabilité en allant vers les différents acteurs, échangeant avec eux et tentant de rapprocher les différentes positions, une façon de contribuer au retour de la paix et de la stabilité dans ces pays. Quelle lecture aujourd'hui faites-vous de la contribution de ces acteurs de la société civile dans la consolidation de la paix, de la démocratie et même de la démocratie durable, si je peux l'appeler ainsi? Alors, je commencerai par dire je les félicite, même si ils le font par conviction et par amour et par principe. Mais également, il faut reconnaître que le rôle qu'ils sont en train de jouer, surtout dans ces périodes qu'on peut appeler périodes cruciales, c'est pour éviter ce qu'on appelle le basculement. Vous voyez ce qui s'est passé comme génocide au Rwanda. C'est comme si tous les Africains se sont dit plus jamais ça. Aujourd'hui, on doit vivre en harmonie, mais avec l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est quoi? C'est dire que ce que je veux de bien pour Cher, c'est ce que je veux de bien pour moi-même et pour Daouda. Et donc, je me mets à sa place. Et ça, justement, c'est le rôle que la société civile doit continuer de jouer. Évidemment, dans une médiation, il y a toujours parfois des moments de discrétion. Parfois, on est trop pressé. On veut dire, oui, vous ne dites rien, ceci, alors que les gens sont en train de travailler en bas. Mais ils le font dans la discrétion. L'autre aspect, c'est que le silence aussi est une forme de communication. C'est parce que pour amener la confiance de l'autre, il se dit, oui, ce qu'on s'est dit, si ça sort, c'est comme si je n'ai plus confiance en toi, et ça bloque justement cet esprit de médiation. Même le refus de communiquer est un moyen de communication également, a-t-on coutume de dire, juste sur quelques secondes. Et quelle lecture aussi vous faites de ce rôle des acteurs de la société civile lors des périodes électorales également en Afrique? Alors ça aussi c'est important, mais je dirais tout simplement que ça doit être amélioré. Parce que la plupart de nos organisations, ils ont le statut d'observateur. Quand voilà, par exemple, autour du COSC, c'est ce qui se fait pendant chaque élection au Sénégal pour être des acteurs observateurs pendant le processus. Mais ce que je dis, dans le processus, on n'est pas autant impliqué que le jour J. Et j'aime à le dire, des élections, si vous voulez dire élections libres, inclusives, transparentes, c'est un processus. Et dans ce processus-là, c'est en amont, c'est le jour J et c'est après. Si les élections sont contestées, ça c'est après l'élection. S'il y a des irrégularités, c'est pendant les élections. Si aussi le processus est biaisé, ça veut dire que c'est avant. Donc impliquer les acteurs de la société civile dans tout le processus électoral, avant, pendant et après. Et non juste sur le jour J. Malheureusement, M. Ndour, nous sommes à la fin de cette émission. Ça a été un plaisir de partager le plateau avec vous. Je rappelle que c'est votre première invitation à l'émission Le Débrief. Vous êtes un consultant en droits humains, également professeur en sciences sociales. Merci encore d'avoir été avec nous, M. Denis Ndour. Merci à vous. Merci également à M. Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Toujours un plaisir aussi, Cheikh Sadibou, de partager le plateau avec vous. Merci Daoud. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.